cavalière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur des skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Breza, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Il a oublié de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment, c'est bien dommage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Alors ça fait un peu plus d'une semaine que le rideau de la Coupe du Monde de biathlon 2021-2022 s'est refermé et c'est donc l'heure du grand bilan de cette saison riche en émotions. Honneur aux dames pour cette première partie et pour évoquer tout ça à mes côtés, on retrouve Marine. Salut Marine, comment vas-tu ? Bah écoute, je me remets petit à petit des émotions de la saison, mais ça va bien. Ok, Raph, ça va ? Bah écoute, toujours en forme là, en plus il fait beau pour fêter cette fin de saison. On est un peu déçu de devoir attendre 8 mois pour le redébut de la Coupe du Monde, mais il y a encore de quoi se nourrir avec les différentes courses de fin de saison, donc on se fait plaisir. Bon, il y en a un qui est bien content d'avoir 8 mois de repos, c'est le patron, bien sûr, de Biathlon Live. Salut Romain, en forme ? Salut Damien, ouais. Alors content, oui et non, mais j'aurais signé pour un mois supplémentaire, pas de souci, mais c'est vrai que l'attente est toujours très longue. Faut récupérer, partir un peu en vacances, tout ça, voilà. C'est important avant la reprise aussi, début mai. Ok, donc on vous l'a dit dans cette intro, on va débuter par le bilan dames. Eh bien tout d'abord, on évoquera la course au général avec une nouvelle vainqueur du Gros Globe, Marte Olsbu-Reuseland. On reviendra sur sa saison, on fera un petit comparatif avec celle de Terry Lecoff l'année dernière qui avait gagné ce Gros Globe. Et puis bien évidemment, on évoquera d'autres sujets sur cet opus 2021-2022. On fera le bilan des globes et des petits globes, du dossard bleu, bien sûr des stats, vous en avez l'habitude, on vous en donne plein sur Biathlon en live. Et dans une deuxième partie, on évoquera l'équipe de France, qui nous a donné beaucoup d'émotions dans tous les sens du terme, on peut dire, cette saison. On fera un peu un bilan, on parlera également des départs en retraite, il y en a eu beaucoup cette saison, surtout notamment chez les dames, ce qui est notre sujet aujourd'hui. Et puis on reviendra un petit peu aussi sur nos courses de la saison, nos tops, nos flops, nos surprises, avant d'évoquer déjà brièvement la prochaine saison. Allez, ne perdons pas de temps, c'est parti pour ce nouveau numéro de Biathlon en live. Jingle. On l'a donc dit, on débute par la course au général et avant de vous poser quelques questions, Romain, tu vas nous faire un petit rappel du top 3 et du classement des Bleus. Tout à fait Damien, alors première fois qu'elle remporte le général de la Coupe du Monde, Marte Olsbu-Reuseland de 957 points. Elle devance la jeune suédoise Elvira Öberg avec 823 points. Troisième, donc sur le podium, Lisa Theresa Hauser, l'Autrichienne, 684 points. Ensuite, première française, on retrouve Anaïs Chevalier-Boucher, cinquième, donc 642 points. À la huitième place, Justine Breza-Boucher, 581 points. Deuxième place, Julia Simon, 554. 14e, Anaïs Bescon, 515. Le top 5 des filles avec la 22e place de Chloé Chevalier avec 314 points. Et ensuite, on retrouve les jeunes avec Paula Beauté, 25 points à la 79e place. Lou Jean Monod 95e, 10 points. Et entre, nous avons 85e, donc Caroline Colombo avec 20 points. Merci Romain, donc on débute par la course au général. Deuxième l'hiver précédent derrière Thierry Lecoff, Marte Olsbu-Reuseland grimpe d'un rang pour aller chercher le Graal. Dominatrice du début à la fin en passant par des JO exceptionnels. Sa première victoire au général est sans aucune contestation. 2 ans plus tôt à Antols, elle avait marqué l'histoire en remportant 7 médailles mondiales en autant de courses. Pour vous, est-ce que Marte Reuseland est la biathlète du dernier cycle olympique ? Pour moi, oui. Pour moi, totalement. Parce que tu l'as dit, le fait qu'elle ait brillé au jeu, le fait qu'elle a réalisé une razzia à Antols aux mondiaux, la plus grande de l'histoire, le fait qu'elle ait remporté donc cette année le général de la Coupe du Monde. Pour moi, elle a coché vraiment toutes les cases
sur ce cycle olympique. Donc ce qui fait que pour moi c'est la grande dame de cet année cycle olympique. Je vais te rejoindre totalement là-dessus, Romain. Franchement, pour moi, c'est voilà, elle a montré qu'elle était présente lors de grands événements. Elle a montré qu'elle était capable, lorsqu'elle avait coché, de remporter le Gros Globe, même si l'année dernière pouvait paraître pour un raté, car c'était vraiment son objectif. Elle a appris de ses erreurs, et en plus pour une biathlète comme Marté, qui, on sait, a quelques problèmes physiques, ou du moins a besoin d'entraînement un peu spécifique et besoin de peut-être plus de repos. Enfin, j'ai trouvé ça super impressionnant, cette façon dont elle a réussi à dominer, malgré justement les impasses qu'elle a faites, même si ses concurrentes ont également fait des impasses. Eh bien, moi, je suis pas... Alors, je vais pas dire que je suis pas d'accord, parce que Marté est une biathlète exceptionnelle que j'apprécie en plus énormément. Mais, comment dire... voilà, je pense que c'est oublier ce qui s'est passé en début de cycle avec notamment les 2 globes d'affilée de Dorothée Avirer, parce qu'un cycle olympique c'est pas que les 2 dernières années olympiques, c'est 4 ans, et donc Dorothée Avirer qui a enchaîné 2 globes de suite, donc ça c'est déjà une grosse performance. Après, elle a aussi brillé chez elle à domicile à Antols. Elle a aussi bien sûr, dans une moindre mesure, elle a quand même été chercher une médaille individuelle aux Jeux Olympiques, chose qui lui manquait. Et on a également eu l'année exceptionnelle de Thierry Lecoff donc la saison dernière, et puis aussi également cette fin de saison, alors même que on pensait Thierry Lecoff impossible on pensait que c'était impossible pour elle de stabiliser son tir, et elle nous a montré le contraire. Donc je pense qu'on a plutôt eu 3 grandes biathlètes qui ont marqué ce cycle olympique, avec la densité qui caractérise ce circuit féminin, et personnellement ça m'embête d'en choisir une. Je trouve que chacune à leur manière ont été très marquantes. Alors peut-être que pour éclairer un peu nos auditeurs, Romain, tu peux nous apporter quelques stats sur la dernière saison justement de Marté. On t'écoute. Ouais, alors la saison victorieuse de Martelsbourg-Rosseland, donc avec les jeux compris, 8 victoires, 17 podiums. Ce qui peut être le plus impressionnant finalement, c'est ces courses hors du top 10. Il n'y en a qu'une. La 12e place sur le sprint d'Östersund, le 2e sprint en Suède. Donc aussi ça radia aux Jeux Olympiques, 5 médailles, dont 3 titres, sprint, poursuite et relais mixte. Au niveau du tir, c'est très costaud, c'est la 3e meilleure tireuse du circuit, 90,8% de moyenne, contre 85 la saison précédente, donc il y a une nette progression pour elle. Et enfin, au niveau du temps de ski, elle a en moyenne le 7e temps sur la saison. Ouais, c'est un peu une assurance tout risque sur cette dernière saison, en tout cas, celle qu'on évoque aujourd'hui. Elle est rarement passée à travers. Peut-être par rapport à Thierry Lecoff, même si Thierry Lecoff la dernière saison était sur une autre planète, mais aussi par rapport à Dorothée Avirer, Bartelsbourg a vraiment réussi à combiner son sport, le tir et le ski. Elle n'était pas forcément la meilleure skieuse, mais elle est quand même costaud, et derrière la carabine aussi c'est devenu très costaud, donc c'est vraiment c'est vraiment la biathlète complète quoi. Martelsbourg-Rosseland cette année, c'était vraiment très impressionnant. Ouais, bon, c'est vrai que comme dit Marine, c'est un peu dur de mettre des 2 biathlètes comme Thierry Lecoff et puis Dorothée Avirer de côté sur ce cycle, vu les performances, mais c'est vrai que Marté, elle a coché toutes les cases, razzia mondiale, razzia olympique, Gros Globe. Enfin là, c'est difficile de faire mieux sur un cycle de 4 ans, ce que n'ont pas fait les autres, si on peut être sur un point de comparaison, même si les 2 autres ont fait des saisons exceptionnelles, bien sûr. Évidemment, je dis pas que Dorothée Avirer et Thierry Lecoff ne font pas partie des grandes stars de ce cycle olympique. Elles ont marqué ces 4 dernières années, évidemment, mais pour moi, Marté a clairement, comme je l'ai dit, coché toutes les cases. Elle est rentrée dans l'histoire de son sport sur les mondiaux, les Jeux olympiques, et elle a gagné aussi le général. Et pour moi, c'est ce qui fait pencher la balance, et qu'elle a clairement marqué l'histoire sur les grands événements de ce dernier cycle olympique.
Et puis même pour faire une dernière fois la comparaison par rapport à Doro, c'est vrai qu'elle a aussi une domination vraiment totale cette saison. Enfin vraiment c'est assez incroyable à quel point elle finit l'hiver avec plus de 2 victoires d'avance sur sa dauphine. Enfin là où Dorothée Virer, c'était à chaque fois elle gagnait le globe sur la dernière course. Donc alors après encore une fois faut gagner le globe hein, bien sûr, et enfin moi-même je suis un grand fan de Doro, mais c'est vrai que je trouve que elle est Marté quand même un peu. Il est objectif. Ouais, t'as vu, je fais un effort. Et... Moi aussi je fais un effort pour dire ça parce que j'adore Marthe Olsbu. Mais oui, après Doro, c'est vrai que elle a d'autres capacités, et on savait que c'est sûr qu'elle pouvait pas gagner avec autant d'avance qu'une Marthe ou une Tyrrell, parce que elle va pas aussi vite à ski, elle est rapide, il y a des courses, il y a des sites qui lui conviennent très bien, mais elle peut pas aussi avoir régulière autant aussi, d'avance, elle peut pas gagner autant, et elle est pas aussi régulière à ski. Donc j'étais déjà très très étonnée et assez impressionnée qu'elle aille chercher 2 globes consécutifs. Oui, je sais que c'est compliqué sur le circuit féminin. Surtout pour l'Italie, hein. Surtout c'est incroyable. Hein. Bon, est-ce qu'on la revoit Marté la saison prochaine? Normalement, quelle est la tendance? Il y a aucune tendance pour le moment. Aucune tendance. C'est 50-50. C'est suspense. C'est clairement c'est suspense jusqu'à avril. Là, elle va prendre sa décision le mois prochain. Pour Tyrrell Eckhoff, ça c'est sûr, elle sera là. Mais pour Marthe Olsbu, ça on ne sait pas. Doro non plus, on ne sait pas. Ouais, Doro non plus d'ailleurs. On pourrait perdre peut-être. Ah non, Tyrrell Eckhoff c'est bon, mais on pourrait perdre 2 des 3 grandes dames du dernier cycle. Ouais. Bon, du coup on va parler de ce qu'on sait alors. Hein, tu viens juste d'évoquer son nom, hein, Tyrrell Eckhoff, qui avait remporté le général aussi d'une manière assez impressionnante la saison précédente. Petite question, hein, justement, quelle victoire au général de la Coupe du Monde vous a le plus impressionné? Celle de Tyrrell Eckhoff ou celle de Marthe Olsbu Royseland? Romain, je sens tout de suite directement Tyrrell. On le laisse parler. Vas-y, non, j'ai dit vas-y Marine justement. Ah d'accord, ok, j'avais compris Tyrrell. Non. Enfin oui c'est Tyrrell, mais vas-y Marine quand même. Allez, vas-y Marine. Ouais, donc moi, pour cette fois je choisis Marthe. Tout simplement parce que c'était une saison où elle a été hyper complète du début à la fin. Donc on a rappelé ses statistiques de tir incroyables, et très bonne à ski, mais pas aussi dominatrice. Donc elle a vraiment allié les deux, et elle s'est pas reposée sur son temps de ski pour tuer le game, comme on dit, si on peut parler comme ça, alors que Tyrrell l'année dernière, elle s'est pas mal, même si son pourcentage de tir lui a permis de remporter le globe, elle s'est quand même pas mal reposée sur son tir, puisque par exemple elle a remporté souvent elle remportait des sprints à 9 sur 10, et même mais les autres à 10 sur 10 ne pouvaient pas aller la chercher non plus. Donc pour moi, on va dire, ça me rappelle un peu l'année d'Allmayer, quoi, le globe de d'Allmayer, avec une biathlète très très régulière, très complète, avec une domination aussi sur les grands championnats, puisque d'Allmayer en 2017 à Orphizen avait fait des mondiaux exceptionnels. Donc voilà, ça m'a rappelé un peu cette époque-là, mais je suis très admiratif de la performance de Tyrrell et de cette façon de son abnégation et de son travail pour arriver à stabiliser son tir, alors même que personne d'autre qu'elle n'y croyait. Non, mais moi, enfin, je comprends, mais je suis plus quand même de l'avis de Romain pour dire Tyrrell. En fait, tout simplement parce que pour moi, certes, Marthe, sa saison était très impressionnante, mais elle était quand même construite autour des Jeux Olympiques, et il y a beaucoup d'athlètes en face avaient construit leur saison sur les Jeux Olympiques. Et en vrai, si on regarde juste uniquement la Coupe du Monde, excepté grands événements, globalement, c'est vrai que la domination de Tyrrell était quand même ultra impressionnante. Elle avait gagné une dizaine de victoires, et surtout, moi, ce qui m'impressionnait, c'est ces enchaînements sprint-poursuite, où en fait, une fois qu'elle était en tête, il y avait un sentiment qu'elle était irrattrapable. Et pour moi, c'est justement, du coup, c'est ça qui m'impressionnait vraiment, c'est que, en fait, il y a une Tyrrell qui est première au départ d'une poursuite, et après il y a la Tyrrell qui poursuit, et enfin quand elle est devant, c'est simple, il y a un mur pour la rattraper, parce que elle te trace en ski, et en plus elle tirait bien parce qu'elle avait un halo de confiance
qui faisait que elle s'assurait des balles de sécurité. Donc justement, hein, Romain, hein, je crois que t'as quelques stats pour étayer tes arguments à propos de la saison stratosphérique de Tyrrell l'année précédente. Hein. Ouais, Tyrrell l'an dernier, hein, pour ceux qui se rappellent pas, c'était 13 victoires avec 17 podiums, 21 top 10 et surtout 5 doubles sprint poursuite. Enfin, c'est assez incroyable ce qu'elle avait fait. Sur le grand événement, hein, c'était les mondiaux à Pokljuka, hein, elle avait remporté 6 médailles mondiales, dont 4 titres. Sprint poursuite, relais dames et relais mixte. Comme Marthe Solzboe, elle avait remporté le gros globe plus celui du sprint et de la poursuite. Et au niveau du tir, elle était à 84,5%. Et temps de moyen au ski, c'était environ 4e. Ouais. On regretterait presque hein, que les deux n'aient pas fait la même saison au même moment. Hein. Ça aurait été une saison ça aurait été incroyable. Totalement folle, hein, mais bon, chacun a ses arguments, hein, mais c'est vrai que en tout cas, que ça soit l'une ou l'autre, hein, à la fin, c'est la Norvège qui gagne, encore une fois. Voilà, tout à fait. Donc voilà, donc tu l'as dit Romain tout à l'heure, hein, Tyrrell, normalement, on la revoit la saison prochaine. Ouais, elle a été, alors elle hésitait, puis après elle s'est dit je vois pas trop ce que je peux faire après le biathlon, puis ensuite il y a eu la prolongation de contrat de son coach de tir et là elle a dit 100% je continue, donc voilà. Bon, elle sera là. Oui. Ok, bon bah affaire à suivre. Alors certes, hein, Marthe Solzboe a remporté ce général, hein, on l'a dit en long, en large et en travers, mais une autre biathlète a marqué les esprits, hein, Elvira Öberg, la Suédoise de 23 ans, hein, 4 victoires, 3 médailles olympiques et large vainqueur du dossard bleu. On connaissait son potentiel, mais est-ce que vous êtes quand même un peu surpris de sa grosse saison 2021-2022 ? Non plus. Pas plus. Enfin, ouais. Honnêtement, elle est là où vous l'attendiez. Enfin, si on m'avait dit de miser sur tout ce qu'elle avait fait cette saison, j'aurais peut-être pas pris le risque de le faire. Mais après, je suis quand même pas étonné qu'elle qu'elle se soit envolée comme ça. Enfin, on la voyait venir depuis un petit moment quand même. Elvira, déjà l'an dernier, je la mettais comme grosse cote. Elle m'avait quand même un peu déçu sur le dossard bleu, mais bon, elle s'est rattrapée comme cet hiver. Mais non, enfin, merci à elle. C'est une logique, mais quand même, elle est clairement impressionnante. Et ce que je trouve aussi impressionnant, c'est pas forcément au niveau de ses résultats, mais au niveau de son tir debout. Je trouve que sur ça, elle a clairement à faire des différences sur ce tir-là, et tu sens que déjà dans la tête, c'est quand même très très costaud. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est vraiment, elle a un mental, mais qui est impressionnant pour son âge. Enfin, je veux dire, on a l'impression qu'elle a déjà 10 saisons de Coupe du Monde dans les pattes. Et non, et puis surtout elle est capable de gagner sur tous les formats. Enfin il manque encore l'individuel, mais globalement elle a gagné sur 3 des 4 formats et des formats les plus présents en plus sur Coupe du Monde. Donc c'est très clairement une athlète qu'il va falloir suivre dans les prochaines années, quoi. Oui, et puis il y a une logique de progression, hein, aussi, hein, même si encore une fois elle est très jeune, mais on voit, hein, qu'elle monte en puissance. On pourrait miser une grosse pièce quand même déjà, hein, pour la saison prochaine sur elle, hein, ça dépendra un peu de l'adversité aussi. Mais c'est sûr que si elle gagne un gros globe par exemple des années prochaines, elle va peut-être pouvoir en empiler quelques-uns sur les années à venir, hein. Elle est impressionnante. Si je peux rajouter un petit mais bien sûr, Marine. Globalement, je suis d'accord que c'est pour moi pas une surprise de l'avoir vu performer comme ça cette saison, mais j'avoue que sur les médailles olympiques, je suis assez surprise parce que justement, contrairement au début de la saison, elle était vraiment attendue au regard de son début de saison qui était assez exceptionnel, et elle a pas elle a pas flanché, elle s'est pas laissée submerger par la pression. Et en ça, c'est je trouve différent de la performance de sa sœur il y a 4 saisons aux Jeux Olympiques, qui étaient, on va le dire, avant les Jeux Olympiques, assez anonymes. Elle n'était d'ailleurs jamais montée sur un podium avant, alors que Elvira a juste été là conforme à son statut sur ce qu'elle avait montré en début de saison. Et franchement, à 22 ans, c'est très fort. Les petites stats d'Elvira, vite fait. Vas-y, Romain. Donc deuxième du général, hein. Aussi deuxième de 3 spécialités, donc très régulière, hein, cette saison, la Suédoise. Donc 4 victoires, ses premières en Coupe du Monde, 10 podiums, 19 top 10. Elle a notamment signé le doublé sprint poursuite, hein, au Grand Bornand, hein, ses premières victoires. D'ailleurs toujours devant Julia Simon. 3 médailles olympiques, hein, comme l'a dit aussi Marine, hein, à Pékin, argent. C'était poursuite mass start.
Poursuite Master, pardon. Oui, exactement. Attention, Romain, quand même. Ouais. Ah. C'est la fin de saison, c'est pour ça on va dire ça. Non, mais 3 médailles olympiques, hein, l'argent sur le sprint, aussi sur la poursuite, et l'or sur le relais féminin, fini comme une chef hein, sur ce relais. Et au niveau de sa réussite au tir, 85%, donc c'est quand même de très bonnes stats hein, à son âge en plus, enfin, ça monte progressivement. Donc on va voir jusqu'où elle s'arrête. Ouais, la réponse hein, dès la saison prochaine. Donc ça c'était pour la deuxième place générale. La troisième place, hein, c'est un peu une surprise, si on peut le dire, hein, même si on la connaît bien, hein, Lisa Teresa Hauser, qui a terminé troisième devant Anna Heuberg, quatrième Anna Heuberg hein, pour la troisième année de suite. Hein, elle n'arrive pas à monter sur ce podium du général. Donc c'est une belle saison de l'Autrichienne, hein, tandis que la Suédoise semble un peu plafonnée. Est-ce que vous êtes plus satisfait de l'hiver d'Hauser ou plutôt déçu de la saison d'Anna Heuberg? Je suis plus satisfait de Lisa Teresa Hauser. Pourquoi? Déjà, avant la saison, je l'avais pronostiqué dans le top 5. Donc du coup, là-dessus, je trouve que elle est à sa place dans le top 5. Tu l'avais même pronostiqué troisième. Ouais, c'est bien ce qui me semble. Je savais plus. Ouais, franchement, non mais après j'ai modeste en plus. J'ai été aidé par Marine aussi. Quelques éléments. Oui. Mais non, en fait, ce qui m'impressionne vraiment, c'est sa régularité sur le pas de tir. Enfin voilà, c'est sa force, mais elle a également progressé sur à ski. Donc pour moi c'est une saison alors certes moins impressionnante que la saison passée où elle avait quand même eu quelques victoires, il me semble 2. C'est là elle a juste gagné le sprint d'Östersund, il me semble. Ouais, mais en début de saison elle a gagné ouais. En début de saison voilà, mais après elle a un peu accusé les coups, elle est bien revenue sur la fin de saison. Non, du coup je trouve que c'est une biathlète qui est très agréable à regarder et toujours dans ce style hein, de pas de bruit hein, médiatiquement parlant on l'entend moins bon, c'est peut-être dû à sa nationalité hein, tu le disais aussi hein, Romain l'autre jour hein, mais c'est vrai qu'elle fait son trou et puis elle le fait bien quoi hein, plutôt pas mal. Ouais, c'est ça, c'est étonnant, c'est qu'elle a fait une moins bonne saison statistiquement que l'an dernier et pourtant elle fait quand même troisième du général. Alors peut-être il y a aussi des choses à prendre en contexte. Hein. Oui, on va en parler. Les Russes, ils sont peut-être plus là. D'être des courses en moins aussi avec les Jeux Olympiques. Mais c'est vrai que oui, c'est pour ça que moi je retiens plus Anna Heuberg qui on en parlait un peu avec sa sœur. Enfin, la comparaison est quand même compliquée hein, avec sa sœur. Hein. Je sais qu'elles s'entendent très bien, enfin de ce qu'on voit, mais on sait que peut-être que des fois la rivalité, même fraternelle, ça peut être très compliqué. On va voir dans les années à venir comment ça se passe. Mais clairement, pendant que sa sœur monte, elle stagne et même elle régresse un peu. Hein, et j'en parlais un peu même au début de saison. Hein, j'avais peur que ça plafonne un peu et c'est clairement le cas. Il n'y a pas forcément de progression. Enfin, 4e du général comme l'an dernier. Et encore, Dinara Lembekava était bien parti pour être devant, donc on pourrait presque dire que voilà, a fait quand même une moins bonne saison au niveau du général, même si c'est pareil. Mais c'est clair qu'au niveau des stats, du tir, même si au niveau du ski, il a quand même progressé, mais sinon, c'est surtout au niveau du tir où elle a perdu aussi. Donc sa mauvaise saison a se traduit surtout sur ces Jeux Olympiques. Hein. Ça a été très compliqué pour elle. Elle n'a pas signé un top 10, hein, si je dis pas de bêtises, hein, sur les courses individuelles. Elle a sauvé ses Jeux. Sur le relais dames hein, mais bon clairement c'est vraiment une saison où elle a plafonné et même un peu régressé je trouve Anna Heuberg hein. On lui reprochait hein, on le disait sur nos précédents podcasts notamment la saison dernière on lui reprochait de pas avoir trop la niaque enfin du moins en course de pas le montrer hein, donc on disait que si elle trouvait un peu ce côté là ça améliorerait peut-être ses performances. Bon c'est toujours pas le cas hein, et puis couplé comme tu disais à des bonnes stats au tir on peut parler de plafonnement. Hein. Marine, je sais pas si tu es d'accord. Moi, oui, donc comme Romain, j'avais choisi donc la déception pour la saison d'Anna Heuberg et en fait, j'ai pas eu l'impression de voir Anna Heuberg cette saison très fébrile au tir avec c'est vrai une cadence de tir très très rapide cette saison. Je crois que c'est la plus rapide du circuit derrière la carabine ou pas loin. Mais peut-être trop du coup. Et alors elle qui représentait pas mal la sérénité au tir. C'est vrai qu'elle m'a beaucoup surprise sur ce côté-là.
alors même que effectivement elle aurait pu prétendre à mieux puisque elle a jusqu'au JO, elle était vraiment dans les biathlètes très très rapides du circuit et même enfin voilà, elle a vraiment progressé à ski et elle faisait des gros temps de ski, notamment sur les sprints comme sa sœur. Elle était très très performante sur ce point et aurait pu espérer justement mieux en conservant un tir performant, mais c'est justement souvent on dit quand on progresse à ski, parfois on se laisse un peu entre guillemets endormir au tir et on se permet une balle de plus, etc. Donc c'est vrai que voilà, je suis surprise de la saison d'Anna Heuberg au tir et du coup déçue de pas l'avoir on va dire level up entre guillemets et monter encore un cran pour essayer de chercher le général. Ouais, bah ce top 4, du coup, on vous l'a donné, hein. Comme le disait Romain tout à l'heure, on saura jamais, hein, mais si Alim Bekava avait pu terminer la saison, il aurait peut-être été un petit peu différent, hein. Même Alim Bekava qui était mathématiquement en course pour le gros globe, hein, quasiment jusqu'à son départ, hein. J'insiste encore une fois sur ce point, même si je sais que mes petits camarades n'y ont jamais cru. Mais voilà, on ne le saura. T'as fait mentir en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, on en a déjà parlé, hein, de Thierry Lecoff, hein, en ce début de podcast, hein. On l'a dit, elle a dû laisser son gros globe à Martelsbou. Elle a tout de suite été hors du coup et elle s'est rapidement focalisée sur les JO, hein. On se souvient de son départ notamment au Grand Bornand en pleine semaine. Elle remporte quand même 3 médailles à Pékin, hein, le bronze sur la poursuite, l'argent sur la mass start et l'or sur le relais mixte. Le dernier mois de la Coupe du Monde a même été excellent pour elle, avec notamment 3 victoires, hein, ce qui lui a permis de devenir la Norvégienne la plus victorieuse du circuit, hein, c'est pas rien. Donc, au final, hein, malgré cette 11e place au général, est-ce qu'on peut dire que la saison de Thierry est réussie ? Ouais, parce qu'elle a coché les cases de l'objectif de l'hiver, hein, les Jeux Olympiques. Certes, elle n'a pas remporté de titre individuel. Il n'y a pas eu cette médaille d'or individuelle quand même. Voilà, hein, c'est ça exactement, mais elle a quand même repart avec quelques breloques, hein, alors pour rappel, hein, donc première en or sur relais mixte, troisième de la poursuite et deuxième de la mass start, donc bon, ça fait quand même 3 médailles, 3 métaux en plus. C'est sympa la collection. Donc clairement, elle a brillé sur ces jeux et surtout en plus elle a fini très bien l'hiver. Certes, bon, ça lui permet pas de remonter dans le top 10 du général, mais on a retrouvé la grande Thierry Lecoff sur cette fin de saison, celle qu'on avait vue l'an dernier. Donc ce qui faisait plaisir à voir. Et non, après voilà, je sais que Damien, que toi t'en faisais ta grande favorite pour cet hiver, hein. Eh oui, oui, son départ du Grand Bornand m'a fait très mal, hein. J'ai compris que c'était pas pour rappel pas pour moi encore cette année. Nous dans l'équipe, nous avions tous misé sur Martelsbou pour le général, sauf Damien qui avait mis Thierry. Ouais, c'est mon petit crush, Thierry. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Chacun le sien. Ouais. Mais non, ça reste quand même une belle saison, surtout après ce début de saison compliqué, hein. Elle s'est accrochée et donc non, c'est quand même une saison réussie pour Thierry quand même. Ouais, okay. pas grand chose de plus à ajouter. Ouais, tout a été dit. Okay. C'est peut-être d'ailleurs, hein, cette fin de saison en boulet de canon, hein, qui l'a conforté dans son choix de poursuivre sa carrière, hein, même si bon, on va pas parler à sa place, hein, mais ça, si elle avait quelques doutes, hein, c'est sûr que ça a dû. C'est sûr que si elle avait fait une saison pourrie de A à Z, oui, elle serait peut-être un peu plus défaitiste sur son cas, mais ouais. Ça a bien bon bah avant de refermer, hein, le sujet course au gros globe, hein, Romain, c'est l'heure du palmarès. On t'écoute, hein, pour cette opus 2021-2022 du côté des dames. Ouais, donc Martelsbou Rosseland a remporté 3 globes, donc celui du général, celui du sprint et de la poursuite. Marketa Davidova a mis la main sur celui de l'individuel, donc la Tchèque, hein, son premier globe. Celui de la mass start est revenu à Justine Breza-Pouchet, une française, on va en parler un petit peu je crois après. Ensuite, le relais dames, le globe du relais est revenu à la Suède sur la dernière course. D'ailleurs, peut-être on reparlera de Justine aussi sur ce cas-là. Et enfin, le classement des nations est une nouvelle fois tombé dans les mains de la Norvège. Quelle surprise. Ok, merci Romain. Est-ce qu'il y a un globe qui vous a le plus marqué qu'un autre ? Il y a eu des petites surprises, on va dire, mais moi je vais prendre les devants et je vais dire celui de la mass start. Pour sa dramaturgie, son final, pour à chaque fois, enfin je trouve que
et toutes les mass starts qu'on a eu cette saison étaient, mais à chaque fois il y avait toujours un truc à voir, à chaque fois c'était assez incroyable. Donc non, pour le globe de la mass start, pour l'ensemble des courses de la mass start. Ok, je crois que tu n'es pas le seul dans ce cas-là. Eh oui, sans grande surprise, j'ai aussi choisi le globe de la mass start, mais pas que parce que c'est Justine qui l'a remporté, même si mais un petit peu quand même. Même si un petit peu quand même, mais effectivement la façon dont il a été remporté, la course donc qui était la dernière de la saison 20 sur la saison féminine, la dramaturgie effectivement de la course, du scénario, puisque Justine donc forcément a été chercher ce globe grâce à sa victoire, mais elle était loin de se douter de ce qui se passait derrière quand elle était sur la ligne d'arrivée, et puis du coup voilà, une course qui a tenu toutes ses promesses, donc voilà, le globe est finalement et qui me semble tout à fait mérité, puisque la championne olympique a remporté également le globe, donc voilà. Oui, et puis comme tu le disais Marine, tout à l'heure tu parlais de la densité de la Coupe du Monde féminine, je pense que ces courses de mass start ont été le bel exemple justement de cette densité, donc ouais. Ok, bon, est-ce qu'on a un triplé mass start ou pas, Romain? Non. Alors évidemment, ce globe était marquant, je suis d'accord avec mes collègues, mais bon, je vais quand même un peu changer, et moi, malheureusement, je vais quand même revenir sur ce globe du relais féminin, j'en ai un peu parlé, mais bon, c'est vrai que vous voyez de dramaturgie pour le globe de la mass start, pour moi c'est à peu près la même chose, avec ce scénario qu'on n'avait pas vu venir, avant cette course, avant ce relais à Culture Artist, scénario catastrophique pour les Bleus, et encore une fois ce relais donc qui tombe dans les mains des Suédoises, qui je pense n'y croyaient plus du tout à ce globe, donc ouais, pour moi c'est le globe qui a marqué cette saison. Ok. Avant de quitter justement cette course au gros globe, on va finir avec le dossard bleu. Romain, si tu veux d'abord nous faire un petit point classement du top 3. Ouais, sans surprise, Elvira Oberg qui remporte donc son premier classement de meilleure jeune, 823 points, devant Marketa Davidova, 560 points, et troisième Vanessa Voigt, l'allemande, 522 points. Ok, merci. Donc tu l'as dit, Elvira Berg a écrasé ce classement du dossard bleu. L'année prochaine, elle pourra encore concourir pour ce dossard, et dont elle sera la grande favorite, bien évidemment. Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait avoir un maillot bigou bleu et jaune dès la saison prochaine? Il y a de fortes chances. En tout cas, qu'elle le porte au moins une fois, oui, c'est possible, c'est très possible. Après, jusqu'à la fin de l'hiver, ça, mais clairement là, elle se positionne comme la prochaine cliente des prochaines saisons, vu son jeune âge, vu sa marge de progression encore, je pense. Elle est dans une dynamique qui est quand même très positive, et là, oui, si la préparation se passe très bien pour elle cet été, pour moi, ce sera peut-être ma favorite pour la prochaine saison. Ok. Alors moi, je suis un peu mitigé. Dans le sens où effectivement je la vois bien porter un peu le jaune en cours de saison, mais ça va dépendre également de ses adversaires, notamment si Marthe Olsbu continue ou pas. Il y aura Thierry qui, comme on l'a vu sur cette fin de saison, est en forme, Doro, et donc aussi. pourrait Doro, je la vois moins jouer général, j'avoue, je ne pousserai pas le bouchon, et puis elle va pas tarder à jouer le dossard en laine, là, non, Doro? Il reste encore 2 ans, je crois. C'était ouais, ça. Mais non, et puis et puis même en vrai, je me dis ça va être. Je pense que on aura un beau quatuor en tête avec Ali Mekava en plus, et donc je pense que ça va être tendu, mais du coup je ne le dirai pas à 100%. Ok. Je pense que Marine, t'es un peu près du même avis, je crois. Je rejoins. Déjà il a parlé de la densité. On sait sur le circuit féminin c'est très dense. Et puis voilà, c'est vrai que personnellement après des grosses saisons comme ça de jeunes, j'attends toujours la confirmation. Donc on va dire que je préfère pas me mouiller. Et puis en biathlon, souvent quand on est assuré
de trucs, il se passe pas du tout ce qui était prévu. Voilà, tout le monde avait annoncé que Johannes allait encore être imbattable au général et il ne l'a pas remporté. Donc ouais, je préfère la prudence. Affaire à suivre donc. Voilà, c'est ça. Mais bien sûr, on suivra ça de près et on espère qu'il y aura, que certaines déjà pourront un peu la challenger, ne serait-ce que pour le dossard bleu, hein. Et puis bon, pour les sports nordiques, notamment cette bataille Suède-Norvège, c'est toujours un régal, donc on espère que on l'aura dès la saison prochaine. Ok, bon allez, passons à notre équipe de France, nos bleus. Au final, 4 Françaises dans les 14, premier au général. Anaïs Chevalier-Boucher 5e, Justine Brézat-Boucher 8e, Julia Simon 12e et Anaïs Bescon 14e. 22 podiums. 15 individuels au total, dont 6 victoires et 4 individuels. JO compris, oui, important de le préciser. Est-ce que pour vous, c'est une saison réussie pour le groupe de Fred Jean et Jean-Paul Giacchino? Bah oui, c'est une saison réussie. Déjà, si on compare avec un groupe similaire par rapport à la saison dernière, on place déjà une fille de plus dans le top 10. On en a, les classements sont globalement meilleurs. Le nombre de podiums est supérieur. Il y a plus de victoires. Voilà, ça me semble, assez clair à ce niveau-là, même si bien sûr il y a des frustrations plutôt en relais d'ailleurs, puisque pour le reste, je trouve la saison vraiment réussie pour les filles. Elles ont répondu présent et voilà, elles ont montré une grande densité que on pourra peut-être pas montrer les années suivantes avec autant de filles, puisque on sait que Anaïs Bescon s'en va et on verra encore s'il y a d'autres annonces pendant l'été, mais pendant le printemps, pardon. Mais ouais, franchement, je suis satisfaite de cette. Moi, je trouve que la saison est vraiment réussie et c'est vrai qu'elles ont pas mal été pointées du doigt la saison dernière, mais là, il y a vraiment pas de quoi rougir. Ok. Marine parlait de un petit comparatif par rapport à l'année dernière. Romain, il me semble que tu as quelques données à ce sujet. Ouais, donc je comparais par rapport au nombre de podiums et de victoires par rapport à la saison précédente. Donc tu as donné les stats tout à l'heure sur cette saison. Damien, l'an dernier, les filles avaient fait 7 podiums individuels, dont 2 victoires. C'est doublé là. Ouais, c'est doublé. Avec 4 podiums en relais féminin cet hiver. C'est pareil, je crois, cet hiver, Marine aussi. Mais par contre, il n'y avait pas de victoire. Oui, sauf qu'il y avait pas de victoire. Ouais. Il n'y avait pas de victoire. Donc voilà, et il y avait 3 podiums aussi en relais mixte, dont 2 victoires. Donc en tout, il y avait 14 podiums pour les filles, dont 4 victoires, et cet hiver, on est à 22 podiums au total. Donc clairement, il y a quand même une nette progression. C'est ça. Mais pourtant, Romain, tu mets un petit mais derrière cette saison réussie des Bleus. Ouais, Marine l'a pointé du doigt justement, c'est au niveau du relais, parce que clairement, oui, niveau individuel, pour moi, j'ai rien à dire. Il y a clairement une progression sur les dernières saisons. Il y a une densité. Quand il y a une fille qui se ratait, il y en avait toujours une pour faire un bon résultat. Donc clairement, non, c'est top. Et on peut avoir peut-être un regret par rapport au top 10 du général. Tu dis, Julia Simon est 12e, mais sans sa blessure en fin de saison, tu dis que logiquement, elle devrait être quand même dans ce top 10. Mais ouais, pour moi, l'ombre au tableau, c'est les relais. Ça a été d'ailleurs l'ombre au tableau sur ce cycle olympique, les relais pendant les grands événements. J'ai envie de dire 2 pour cette saison. Oui, c'est les 2 relais. 2 relais. C'est à l'image en fait du cycle olympique sur les grands événements, sur les mondiaux. Et oui, cet hiver, donc sur les Jeux olympiques où elles étaient attendues au vu du début d'hiver, mais aussi oui sur le relais de Conch Harty, j'en parlais tout à l'heure, où le globe leur passe sous le nez alors qu'il leur était promis. Donc clairement pour moi, l'ombre au tableau, c'est clairement oui les relais parce qu'elles avaient le potentiel, surtout avec cette densité individuelle qu'on retrouve sur les courses individuelles justement. Et non, pour moi c'est le mais qui fait que cette saison est pas complètement réussie. Il y a un petit truc qui fait que mais on va pas non plus être trop dur, mais ça reste quand même une belle saison, une belle progression comparée aux hivers précédents. On a souvent pointé du doigt les mauvaises saisons des filles. Faut pas oublier,
autant pointer quand même la progression générale. Bon bah justement, on a cité un peu le groupe France. On va maintenant parler de deux biathlètes. Les deux premières au général côté bleu. Place à la première au classement, Anaïs Chevalier-Boucher, 5e place au général. Pas de victoire, mais 11 cérémonies des fleurs à son actif, 4 podiums, dont l'argent sur l'individuel des JO. Sans oublier son titre de vice-championne olympique du relais mixte. La meilleure tireuse du groupe également avec 83% de réussite au tir. Et donc ça c'était à ma gauche. Et à ma droite, Madame Justine Brézat-Boucher, toujours irrégulière et fragile derrière la carabine, 76% de réussite, mais de retour dans le top 10 avec une 8e place. Des gros ratés, comme sur le relais féminin de Kontiolahti, mais aussi des grands coups qui ont permis de se parer d'or au JO et de remporter un petit globe en fin de saison. Ma question est simple, entre ces deux biathlètes, quelle Française a réussi pour vous la meilleure saison ? C'est dur de décider, mais moi je vais dire Justine. Parce que en fait il y a ces récompenses individuelles qui sont pour moi supérieures à celles d'Anaïs, même si Anaïs a fait une très belle saison, elle finit en plus très bien dans le top 5, c'est quand même notable dans le top 5, 5e mondial, c'est pas donné à tout le monde, mais Justine, pour moi c'est un peu la saison où on sait que c'est une fille capable de faire des gros coups et elle l'a prouvé. Et surtout, c'est ça. Et puis même, du coup, gagner un globe, ça prouve d'une certaine régularité. En plus, être dans le top 10 du général. Pour moi, c'est vraiment, je pense que grâce à cette saison, Justine, elle peut se dire qu'elle peut viser plus haut encore. Et je pense que c'est une saison qui la rassure. Et du coup, pour ce côté-là, je pense que je vais mettre Justine. Moi aussi, je mets Justine. Non, mais arrêtez. Chaque fois que je dis le mot Justine, non. Oui, non, mais alors comme Raphaël l'a dit, elle a quand même cette année. C'est vrai que quand elle performe, c'est souvent pas à moitié. Puis d'ailleurs 3 victoires cette saison, c'est quand même pas anodin. Et elle a coché 2 gros objectifs, de carrière. Pas vraiment des objectifs, mais des points. On sait que l'or olympique plus un petit globe, c'est réservé à la crème de la crème dans les athlètes. Donc je pense qu'hormis peut-être les deux compatriotes norvégiennes dont on a parlé au début, en début de saison, tu dis à n'importe quel biathlète du plateau, à la fin de la saison, tu auras une médaille d'or individuelle et un petit globe. Je pense que tout le monde signe. Oui, c'est ça. c'est énorme. Donc elle a réalisé donc déjà deux performances exceptionnelles en récupérant donc ces récompenses. C'est vrai que au regard, moi je regarde aussi les dynamiques des deux filles. C'est vrai que comparer Anaïs et Justine en termes de biathlon, c'est comme comparer des choux et des carottes, quoi. C'est vrai que c'est totalement, c'est un peu. Qui sont les carottes et qui sont les mélanges aussi. Non, mais c'est pas le même style du tout. Et on va dire que Anaïs avait fait une excellente saison l'année dernière. Ça avait été un peu le rayon de soleil de l'équipe de France en termes de résultats, et c'était la seule qui avait fini dans le top 10. Et cette année, elle a fait une très bonne saison, mais il me semble qu'elle a un peu plafonné entre guillemets, parce que à ski, malheureusement il manque toujours quelque chose. Et Justine l'année dernière, alors elle a fait une saison où elle avait terminé 15e du général, où on était tous là, elle n'est pas montée sur le podium, c'est pas normal du tout, elle régresse, etc. Et là cette année elle a montré que elle était jamais partie, qu'elle ne régressait pas, et qu'elle était toujours dans le game parmi les meilleurs biathlètes du monde. Donc voilà. Bon, est-ce que Romain va sauver Anaïs dans la bataille des bouchers, Romain, est-ce que tu es plus chevalier ou plus Brézat? Je suis plus ni l'une ni l'autre en fait. Non, en fait je suis partagé. D'accord, c'est ton côté suisse. Voilà. Okay. Non, je suis partagé parce qu'en fait, en termes de biathlon, de meilleurs biathlètes, je trouve de régularité, je placerais plus Anaïs Chevalier quand même. Pour moi, c'était la meilleure des deux sur cette saison, et le classement général le traduit, 5e du général. Elle a quand même été très régulière. Elle a, comme d'habitude, eu des hauts, des bas, comme aussi l'an dernier. Même si elle a quand même très bien terminé, on l'avait déjà pointé du doigt après, sur le débrief d'Oslo, elle a très bien terminé le mois de mars. Donc pour moi, en termes de biathlon pur, combiné tir et ski, pour moi, Anaïs a quand même été la meilleure. Mais après, en termes de prestige, sur cette saison olympique,
en termes de coup d'éclat, de ce qu'on va se souvenir dans quelques années, pour moi, c'est Justine. Parce que forcément, en saison olympique, une médaille d'or, ça marque, c'est l'objectif de tout athlète. Avant cette saison, toutes les athlètes avaient cet objectif dans le viseur, de remporter une médaille au moins. Elle l'a fait, Anaïs Chevalier. Mais Justine, elle a l'or. Et ça restera à jamais dans le palmarès. Quand on regardera le palmarès olympique du biathlon, on verra directement le nom de Justine Brézaboucher écrit. Donc pour moi, ça marque. Et aussi, oui, ce globe de la Mass Start qui montre quand même une certaine régularité, même si bon, ça se joue sur 4 courses, mais bon, c'est très bien. Ouais, c'est pas comme l'individuel, mais pour moi, c'est pour ça que je suis un peu partagé, parce que pour moi, en termes de biathlon pur, biathlète, c'est Anaïs Chevalier qui était la meilleure, mais après en termes d'émotion, plus Justine. Justine, ouais. Alors faut toujours faire attention quand on fait des comparaisons de sport, mais moi j'aime bien. Donc je vais en faire un au niveau du cyclisme notamment. Ça me fait un peu penser à ça. On va prendre le Tour de France. Un cycliste qui va finir bien au général, qui va finir 4e ou 5e, c'est un super Tour de France. Ouais. Mais souvent, s'il y a un autre Français qui va aller remporter une étape reine et puis un maillot distinctif à côté, et ben limite on va plus retenir ces performances là, il va y avoir un peu plus de médias, un peu plus de popularité, et pour moi ce comparatif est quand même envisageable en fait. Oui, là-dessus quoi, voilà. Donc c'est clair, oui, parce que tu vois, Marie Dorin à Berst, c'est la dernière à avoir fait un top 5 du général. Mais bon, on se souvient pas de ça, forcément. On se souvient surtout de ses performances aux mondiaux, aux Jeux Olympiques. C'est vrai, de sa médaille d'or au relais mixte. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Et oui, c'est causé prestige, forcément, l'émotion qui forcément prend souvent plus de place que le côté, régularité, oui, et puis Justine, on l'a dit plusieurs fois, bien évidemment, mais il y a toujours cet aspect de dramaturgie que quand ça se passe bien ou mal, d'ailleurs, c'est jamais anodin avec elle, donc on aime bien ça aussi, c'est ça le sport, les victoires, les défaillances, des choses comme ça. Donc c'est vrai que Justine, on a un peu plus de ça dans ses courses. S'il n'enlève rien à son talent, bien évidemment, mais c'est vrai qu'Anaïs Chevalier-Boucher, c'est très régulier et tout, mais peut-être qu'on vivra un petit peu moins. Voilà, c'est deux biathlons différents. Anaïs, il manque la victoire, quoi. Il manque une victoire, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est ça le problème, en fait. Enfin, le problème. Entre guillemets, par rapport à ce qu'on dit là, s'il manque un peu d'émotion au niveau peut-être d'un succès, elle est pas passée loin. C'est ça qui est dommage, c'est ça aussi qui est frustrant aussi pour Anaïs, c'est que elle a clairement la possibilité d'aller chercher quelques victoires ou même au moins une victoire cet hiver, mais il y a toujours des fois le tir, une balle ou sinon le ski qui est moins bien. C'est ça qui est frustrant et oui, c'est ça qui peut peut-être pencher la balance par rapport à du côté de Justine. Ok. Bon, ça c'est le duel a été donc arbitré entre les deux filles. On va rester sur les bleus. Nos tops, nos flops. Donc vous vous êtes mis face à votre feuille et votre crayon pour écrire vos tops et flops de la saison. Alors ça peut être une athlète, une course, un moment. Et tiens, on va commencer avec Raph. On t'écoute pour ton top et ton flop côté bleu cette saison. Ouais, alors pour moi top c'est ce côté, on en a un peu parlé plus tôt, mais c'est la densité au top niveau. On a 4 biathlètes françaises dans le top 15, enfin même top 14. Les relais, au début de saison étaient impressionnants et il y avait une vraie équipe. Enfin, j'ai senti vraiment que cette année, il y avait toujours au moins une des françaises qui était dans les fleurs ou dans le top 10 à quasiment toutes les courses, et du coup c'est vrai que c'est rassurant et c'est vraiment ça fait plaisir à voir. Par contre, pour le flop, c'est plus sur un peu l'ambiance qu'il y a eu ou ressenti au sein de l'équipe, surtout vers la fin de saison, où ça s'est un peu rattrapé sur la fin à la célébration, mais c'est vrai que les quelques coups d'éclat médiatiques de certaines biathlètes françaises ont fait comprendre qu'il y avait des petites tensions internes. C'est pareil. Et même ça se ressentait qu'il n'y avait pas une émulsion collective comme il y a par exemple dans l'équipe masculine féminine, dans l'équipe masculine française, donc ça fait moins de groupe de potes, etc. Et c'était vraiment, c'était un peu triste à voir, je trouve. Ok, allez, Marine, on t'écoute. Alors moi en top, en fait je vais retenir les 4 victoires individuelles de la saison. Il y en a 3 de Justine avec un titre olympique.
et également celle de Julia sur un sprint qui est pas anodine du tout, puisque on sait que c'est le format référence, donc ça montre que voilà, on a quand même des biathlètes à fort potentiel qui peuvent rivaliser avec les meilleurs, et donc c'est vrai que l'année dernière les victoires n'étaient pas aussi nombreuses, et voilà, ça m'a plu d'en voir autant. Bon, il y en a 3 pour Justine et 1 pour Julia, mais ça montre que aussi que comme Justine et Julia sont un petit peu arrivent petit à petit donc dans leurs années, leurs âges d'or, et qu'elles représentent un peu pas l'avenir du biathlon, parce que ça fait déjà un moment qu'elles sont là, mais je trouve que c'est de très bon augure pour le cycle olympique à venir. Et les flops, enfin le flop pour moi, c'est les temps de ski des Bleus aux Jeux Olympiques que j'ai trouvé invraisemblable. Et je veux dire, à part Julia sur l'individuel, et bon, Anaïs Chevalier-Bouchet, mais bon voilà, l'individuel c'est un peu différent parce qu'avec les tirs on peut s'en sortir, mais elles ont jamais eu des temps de ski pour jouer des médailles en fait. Même si on mettait bout à bout, si elle avait fait 10 sur 10, même avec 10 sur 10, voilà, elles seraient pas montées sur le podium. Donc moi franchement j'ai trouvé ça hyper frustrant de les voir comme ça batailler sur la piste, pas trouver les solutions avant que Justine monte sur le podium sur la mass start, quoi. Ça m'a vraiment c'était incompréhensible. J'ai toujours pas de réponse sur ça. Ça n'avançait pas. C'est vrai. Et on conclut avec Romain. Ouais, alors moi comme Raphaël, et même aussi un peu comme Marine, pour moi mon top c'est les 4 leaders, la densité des filles, avec les 4 dans le top 15, avec, on n'en a pas parlé, mais Anaïs Bescon évidemment, qui a fait une super dernière saison olympique, avec quelques podiums. La frustration des Jeux Olympiques pour elle, mais en tout cas elle a super bien fini avec les leaders. On en a parlé avec Anaïs, Justine et Julia, on a parlé, Marine. Sans oublier Romain aussi, on peut parler de Chloé Chevalier, qui fait sa meilleure saison, du moins au général. Ouais, on l'intègre pas forcément là dans le top 4 dans la densité, mais oui, il a fait une bonne saison, 22e du général, c'est quand même 18 places de gagné si je dis pas de bêtises, comparé à la saison précédente. Mais après, ouais, on avait déjà parlé avec Marine sur le précédent podcast, mais il y a quand même une petite frustration parce que il y a pas les résultats qui vont avec, quoi. Avec cette belle de 22e place du général, il y a de la frustration, il manque peut-être ce top 5 ou même peut-être ce premier podium aussi, pour Chloé. Après, il y a une 4e place qui se libère aussi, donc oui, voilà. Il y a de quoi intégrer le relais définitivement en fonction, voilà. Peut-être qu'elle va prendre plus d'ampleur, et bon, après évidemment déjà on espère qu'elle va continuer parce que fin de saison, elle était incertaine. C'était sans doute le coup de l'émotion, de la fatigue. Mais oui, elle a clairement un potentiel, Chloé. On sait que elle est dans une pente ascendante. Là, on l'a vu cet hiver, et c'est voilà. Pour moi, oui, Chloé, puis c'est vrai que là. Ce qui est acquis, on a l'habitude d'oublier un peu, mais voilà, sa place en équipe de France A est incontestable. Chloé, elle a fait son trou. Maintenant, oui. Il y a quelques saisons, c'était à pencher entre les BU Cup et la Coupe du Monde. Là, oui, mais non, elle a sa place de titulaire indiscutable. Après, ouais, le fait justement de la retraite d'Anaïs Bescon, et qu'elle dans le cas où elle continuerait, elle serait donc dans les 4 titulaires. Ça pourrait aussi lui donner la confiance supplémentaire, peut-être le petit truc qu'elle a besoin, dont elle a besoin pour se dire allez, maintenant je suis je fais partie entre guillemets des 4 fantastiques, les 4 leaders, et il faut que je montre que j'ai ma place, et peut-être performer à ce moment-là, faire peut-être au moins la cérémonie des fleurs. C'est vrai qu'il y a une grosse densité. Quand elle fait des bonnes performances, c'est qu'elle a fait 10 sur 10, donc il en manque aussi un petit peu à ski, et après voilà, c'est tant qu'il y en a pas qui est elle est encore jeune.
Après, il y a peut-être aussi un paramètre qu'il faudra peut-être prendre en compte aussi, c'est si Anaïs, sa sœur Chevalier, Anaïs Chevalier, arrête. Peut-être aussi ça peut compter. Oui, si elle arrête, future décision de. On n'est pas rendu. Ouais, ça peut compter aussi pour Chloé, même mentalement, si elle veut continuer aussi, ça peut être un facteur. Ou ça peut aussi la libérer aussi dans un certain sens aussi. Ouais, je sais pas, comment ça se c'est passe. sûr que ça. Mais je pense que ça peut compter par contre. Je pense. Après, à la décision de sa compter sœur. dans quel sens, je ne sais pas trop, mais c'est sûr qu'elles sont très liées et ça doit être agréable d'avoir quand même sa sœur sur le circuit. On sait que dans les mauvais moments, au moins, on a quelqu'un sur qui compter. Ok, tiens, pendant qu'on parlait de Chloé, avant de passer à ton flop, Romain, un petit mot également sur la sixième Laronne, entre guillemets, de cette équipe de France, pour la beauté. Ouais, non, du coup, Paula Beauté qui a fait sa première saison quasiment complète sur le circuit de la Coupe du Monde. Elle finit avec 25 points, ce qui est pour moi un beau score. Enfin, elle a sa place pour la Coupe du Monde à mon avis la saison prochaine avec les retraites tu penses d'Anaïs. Ça pousse quand même derrière, non? Ça pousse derrière, mais pour moi, ce serait dommage de pas la laisser, du moins pour les premières étapes, pour voir justement la progression qu'il y a et pour une forme de continuité pour le groupe. Parce que déjà qu'il y aura au minimum un départ, pour moi c'est important d'assurer une certaine forme de stabilité de groupe. Okay. Très prometteuse, Paula. Oui, non, elle a bien fait sûr, un sacré début d'hiver en DB Cup. On sent qu'il en manque un peu à ski quand même sur la Coupe du Monde. Elle a quand même de sacrées capacités, sur nous. Enfin, au niveau du tir, on sent que c'est quand même très solide déjà. Mais c'est peut-être que belle, pour elle, il faudrait qu'elle s'assure quand même une cinquième place, on va dire, au sein de l'équipe de France, parce que la sixième place, on sait, c'est un peu un strapontin. La sixième place, c'est un peu le siège éjectable, mais ça dépendra de la stratégie décidée par le staff à l'intersaison, à savoir cette année, voilà, ils ont décidé de pas intégrer de sixième fille. Moi personnellement, je trouve ça vraiment dommage parce que s'entraîner avec les Léa, avec des Justine, des Julia, des Anaïs, comment ça, Marine, ils ont pas décidé d'intégrer une sixième fille? À quel niveau? Non, cet été, il y avait que 5 filles et 5 mecs. En préparation. Et s'entraîner avec le groupe A, c'est quand même normalement l'assurance de se confronter aux meilleurs et donc de progresser, notamment à ski. Tu vois le haut du panier du circuit mondial. Donc pour progresser, faut se confronter aux meilleurs, faut s'entraîner avec les meilleurs et j'espère que le groupe d'entraînement de cette année, que ce soit pour les filles ou les garçons, sera fourni. Ok, on suivra ce groupe A justement dès qu'on aura la nouvelle pour la saison prochaine. Allez, on en revient à notre top flop. Romain, ton flop maintenant. Et en flop, je n'ai aussi parlé, c'est les relais de fin de saison, celui des Jeux Olympiques et celui de Concharty où les Françaises ont tout perdu. Donc voilà pour mes top et flops. Ok Romain, justement, tu viens d'en parler d'Anaïs Bescon qui a annoncé sa retraite. Ça va être notre instant retraité du podcast Bilan. Écoutez, si chacun fait son choix, il veut parler d'une future retraitée en particulier, puis toucher 2-3 mots là-dessus. Écoute, une fois n'est pas coutume, Romain, on va commencer avec toi. Ouais, moi je vais mettre en lumière Claire Egan, l'américaine. Tu as été téléguidé par Emmerich? Non, c'est un choix autonome. Non, c'est un choix autonome, c'est mon propre choix. Ok. Non, Claire Egan, parce que on s'en rend peut-être pas forcément compte derrière la télé, mais c'est un visage qui est très important dans le monde du biathlon. C'est quelqu'un qui représente les athlètes. C'est quelqu'un qui est énormément apprécié, qui prend position, donc comme je disais, qui représente les athlètes, qui est dans les bureaux de l'EBU, qui a toujours son mot à dire, et c'est même pas par rapport à ses performances de biathlète que je parle d'elle, c'est vraiment parce que c'est une figure importante, alors que le biathlon américain n'est pas important dans le biathlon, mais c'est clairement quelqu'un qui a marqué ces dernières saisons
de par sa prestance, de par son engagement. Et c'est quelqu'un qui était vraiment apprécié dans le monde du biathlon. Et je pense qu'elle va, alors je sais pas trop, j'ai pas lu ce qu'elle ferait plus tard, mais je pense qu'elle pourrait continuer dans les instances parce que bon, elle a un sacré rôle et non, et même si on s'attarde un peu sur le côté biathlon, elle a signé quelques belles performances, notamment un podium à Oslo en 2019. Elle est pas passée loin aussi du coup du siècle avec ses copines lors des mondiaux sur le relais à Östersund en 2019. Mais non, en tout cas, ouais, pour moi, ce que je retiens de Claire Egan, c'est une biathlète engagée et appréciée de tous. Ok, Marine. Alors, moi, je vais parler de Selina Gasparin. Donc, c'est une biathlète très importante dans le paysage du biathlon russe. Suisse. Oh, punaise. Ah bon, elle est russe? Attendez, quand même, elle est mariée avec un russe, il faut le dire. Ah, c'est vrai. Ça va. Je l'ai pas sorti de nulle part. Gasparinov? Non, ouais, avec un fondeur russe. Non, mais il me semble, voilà, pardon. Oui, alors, dans le biathlon suisse, Selina Gasparin, c'est un peu une pionnière. C'est la première à être montée, sur les podiums en Coupe du Monde. Elle a une médaille aux Jeux Olympiques également, et puis elle a amené aussi donc forcément ses deux sœurs au biathlon. C'est la sororie Gasparin qu'on a vu aussi monter sur les podiums en relais il y a de ça 2 saisons. Donc voilà, Selina Gasparin, donc une biathlète très très importante pour son pays, qui en a sûrement inspiré d'autres. Et pour la petite histoire, elle était comme un peu les Français, il y a des douaniers, des militaires, Selina Gasparin était dans le corps des gardes frontières, et c'est là qu'elle va continuer. Elle sera à la frontière en tant que garde frontière. Elle le faisait déjà hors saison. Donc voilà. Ok. Allez Raph, on conclut avec toi. Ouais, alors au début j'allais dire Fred Jean, mais bon, ça compte pas comme une biathlète. Du coup, moi j'ai parlé également un peu du même profil que Selina Gasparin, mais avec Valentina Semerenko, donc la sœur qui est une sœur jumelle qui prend également sa retraite cette saison. Valentina Semerenko, c'est quand même une grosse biathlète ukrainienne, ça veut dire qu'elle a été importante pour son pays également. Elle a 2 victoires individuelles. Elle a fait 3e au général lors de la saison 2014-2015, et elle a un titre de championne du monde et un titre olympique en relais à Sochi. Donc c'est quand même, elle a un palmarès qui est quand même assez conséquent pour une nation comme l'Ukraine, qui n'est pas des nations les plus, qui ont le plus de budget dans la fédération. Donc c'est un départ assez important. Et puis depuis que je regarde le biathlon, je vois toujours Semerenko, toujours les 2 sœurs Semerenko, pour moi elles font partie de l'environnement du biathlon. Donc ça fait un petit coup, parce que quand même 15 ans de carrière, 15 ans de Coupe du Monde, pardon, ça marque. Ok, merci Raph. Allez, après les retraités, la course de la saison, quel a été pour vous le temps fort de cette saison? On t'écoute, Marine. Ouais, moi je vais redire la Mastart d'Oslo pour tout ce qu'elle a amené. Je vais pas en reparler plus que ça, mais voilà, densité, l'attribution du petit globe, la dramaturgie de la course. Donc voilà, la Mastart d'Oslo, le soleil, le féminine. tremplin, tout ça. Ok, Romain. Moi, c'est la Mastart du Grand Bornand, avec la victoire d'Elvira Berg devant Julia Simon. Ça m'a replongé quelques années en arrière. On avait vu c'était le succès de Justine Breza et de Martin Fourcade en 2017. Mais cette ambiance, au retour du public, tout ça, et c'est Mastart. Moi, j'ai kiffé, j'ai pris mon pied. Ok, et Raphaël. Mastart olympique, pas très original sur la course. Il y en a que pour la Mastart tout le temps. Mais pour la dramaturgie de la course, le vent qui a joué, tout, j'ai rien compris de cette course, c'était trop bien. Je propose qu'on fasse 2 étapes avec des courses pour faire un classement général, et jusqu'à la fin de la saison que des Mastart. Parfait. Ça sera un régal. Ok, merci à vous 3.
Top flop surprise. Alors là, on va d'une manière générale, hein, on avait fait que sur les bleus là. C'est pour toute la Coupe du Monde. Allez, en vrac, vos tops, Romain. Moi en top, j'ai mis Dinara Libekava. Alors certes, elle n'a pas fait la fin de saison hein, pour les raisons qu'on connaît, mais pour ce qu'elle a fait jusqu'au jeu, pour moi, elle a clairement confirmé les attentes. Alors certes, aux Jeux Olympiques, c'était plus compliqué comme pour sa compatriote Anna Sola, mais sur décembre-janvier, pour moi, elle a complètement confirmé les attentes. Elle était super bien placée au général, comme tu as dit aussi. Voilà, elle était encore dans le coup. Certain que ouais. si elle finissait la saison, enfin, on aurait eu un autre débat aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Je vais pas revenir le truc encore une fois. Allez, Marine, l'année prochaine, c'est le bon coup. Marine, ton top. Alors moi, mon top, c'est Denise Herrmann pour sa championne olympique. Voilà. Pour sa performance aux Jeux Olympiques, mais aussi sa fin de saison canon. J'ai regardé le total des points marqués sur la dernière partie de saison. Elle est deuxième derrière Thierry Lecoff, il me semble. Mais c'est vrai que les JO, des fois, ça fait plonger des biathlètes, hein, ça leur pourrit leur fin de saison. Elle, ça a été totalement l'inverse. Raph. Un peu comme les Allemands, hein, dans leur oui, voilà, oui, les Allemands, ouais. Ouais, c'est vrai. Raph, on t'écoute. Bah, moi, je vais dire aussi Denise Herrmann, et je suis un peu déçu que Marine ait sorti cette stat-là parce que je l'avais fait calculer également, donc mais voilà. Du coup, non, pas plus à rajouter. Ok, bah écoute, Raph, enchaîne sur le flop pour pas te faire squeezer par Marine. On t'écoute. Ouais, on en a déjà parlé pendant le podcast, mais je vais dire Anna Heuberg. Voilà, ouais. pour ce côté un peu, t'as l'impression qu'elle a atteint son plafond de performance. Donc voilà. Ok, Marine. Eh bien, moi, je vais dire Lisa Vitozzi avec grande tristesse. Voilà, et ses frasques, mais sa perdition sur le tir couché, je crois qu'elle est à 55% de réussite sur la saison. Enfin, c'est vraiment 55,5 sur les courses individuelles. Ouais, voilà, wow. Il y a vraiment il y a quelque chose, je sais pas, qui s'est cassé ou il y a un truc et j'espère qu'elle va vite le régler, mais voilà, une saison où elle aura comme d'habitude, j'ai envie de dire, à part en relais où elle a été où elle a toujours tenu son rang, pour le reste sur les courses individuelles, il y a pas eu de podium et très peu de place, enfin de courses bien placées. De coups d'éclat, oui, bah. Vu la stat que Romain vient de nous sortir, je sens que il a le même flop que toi, Marine. Romain. Bah oui, malheureusement, et non, c'est surtout parce que elle m'a donné tort, hein, même avec Marine. Hein, avec Marine, c'était notre cote de la saison vis-à-vis. Ouais. Et là, je sais pas si c'est fait exprès. Hein, elle a fait exprès de nous planter, mais en tout cas, non. Mais c'est vrai que c'est triste. Hein, même on en parlait pendant les jeux, pendant nos Twitch. On avait toujours notre séquence Lisa Vitozzi là. C'est incompréhensible. C'est tir couché, je ne l'explique pas encore parce que sur les courses individuelles ça marche pas du tout. Sur les relais, c'est la meilleure du monde en première relayeuse, c'est la Eric Lesser des relais. Non, c'est très très compliqué depuis qu'il y a eu cette affaire avec Dorothée Hayer, c'est plus du tout la même. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu un grand plongeon. Ouais. Allez, on termine sur les surprises. Marine, on t'écoute. Alors pour moi ce sera Vanessa Voigt qui a fait une saison vraiment de très très belle facture pour une première saison Il en manque encore un petit peu sous les skis, mais si elle progresse dans ce domaine-là, ouais, c'est vrai que mais sur la fin de saison, enfin à partir des Jeux Olympiques, c'était bien mieux et franchement, elle a fait une très belle saison. Donc l'année dernière, elle avait gagné le général de l'IBU Cup, mais c'est jamais facile de passer de l'IBU Cup à la Coupe du Monde. Et là, elle a vraiment, elle finit deuxième, ou troisième, je sais plus du classement du dossard bleu, mais troisième, pas très loin de Marketa Davidova, qui elle, ça fait longtemps qu'elle est sur le circuit, donc. Voilà, une tireuse impressionnante avec des stats assez ouf et vraiment ça fait plaisir aussi pour le biathlon allemand qui se cherchait peut-être un petit peu un avenir et du coup voilà, on espère j'espère qu'elle va confirmer l'année prochaine.
Ok, je crois que pour la surprise de Romain, on va aller un peu plus dans les pays scandinaves. Hein. Tout à fait, on va prendre la direction de la Suède. Non, oui, pour moi c'est Stina Nilsson qui cette saison a gravi beaucoup d'échelons, qui s'est fait une place complètement dans cette équipe suédoise qui est très dense. Pour rappel, ça fait que 2 ans qu'elle est biathlète et elle a donc son premier podium en Coupe du Monde sur le sprint de Kontiolahti. Elle a été qualifiée pour les Jeux Olympiques en tant que remplaçante, certes, elle a pas couru, mais bon, elle était quand même dans les 6. Pour moi, c'est quand même une sacrée performance de la part de Stina Nilsson cet hiver et en grand progrès. Elle a quel âge, Stina Nilsson, Romain? Elle a 28 ans. Elle va avoir 29 ans le 24 juin. Ouais, donc elle a encore des belles années devant elle pour confirmer cette saison-là. Ok, et puis on termine avec la surprise de Raph. Alors moi, c'est plus du côté de la Russie avec Retsova, notamment pour ces Jeux Olympiques. J'ai été abasourdi par ses performances, 2 médailles donc avec les 2 relais, argent sur relais et bronze sur relais mixte. Elle a fait son premier podium également au Grand Bornand. Non, je trouve que une saison vraiment à voir si elle confirmera par la suite. On verra aussi ce qu'il adviendra des biathlètes russes, bélarusses, tout ça. Bien évidemment, ça dépendra beaucoup et ukrainiens, bien évidemment. Ok, allez, avant de conclure, enfin si, maintenant cette saison est bel et bien finie du côté des féminines, mais nous on va déjà se projeter sur la prochaine pour se donner un peu de baume au cœur. Et justement l'année prochaine, le grand temps fort, ça sera les championnats du monde en février 2023. Les championnats du monde qui se dérouleront en Allemagne et plus précisément à Oberhof, vous savez, ce fameux site où on n'est pas sûr à chaque fois de voir les biathlètes tellement il y a de brume, entre autres. Et justement, cette question-là, est-ce que vous trouvez que l'IBU a pris des risques en attribuant ces championnats du monde sur un site dont les conditions dantesques sont très connues et aussi le manque de neige, bien évidemment. Je vous écoute. Du coup, moi, je trouve que l'IBU a pris un risque. Enfin, voilà, pour ce côté, manque de neige. Bon après, le côté un peu conditions dantesques, certes, il peut y en avoir, etc. Mais après Oberhof, ça reste un site mythique. Mais pour moi, c'était plus le manque de neige. Et je sais pas. Enfin, après, j'ai jamais été vraiment fan de ce site. J'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a parce que il y a toujours plein de monde, c'est vachement agréable, mais c'est vrai que c'est pas joli autour de la piste. Enfin vraiment, on sent que c'est de la neige. Belle forêt quand même. Mais non, j'aime pas le site. Donc je dirais pas à dire que il y a de la bière, des bancs en bois, quoi. Enfin c'est pour moi c'est une décision économique. Enfin voilà, parce qu'on sait que ça va vendre des places et que il y aura beaucoup de monde si bien sûr on a le public est autorisé, mais non, du coup pour moi c'est après début, après un petit risque là-dessus. Moi j'en sais rien. Non, je pense de toute façon qu'il y a des garanties. Tu donneras ta réponse après que ça soit passé, Romain, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je vous l'avais dit. Non, mais de toute façon je pense que l'IBU, il y a quand même toujours des garanties. C'est surtout par rapport au manque de neige, le risque qu'il peut y avoir. Mais bon, il y a un stock quand même suffisant. Enfin, il y a de la neige. Après, le truc, c'est que généralement, Oberhof, ça se fait en janvier. Là, ça sera en février. Il y aura peut-être encore... Les conditions seront peut-être meilleures en février. Il y aura peut-être plus de neige. Enfin, j'en sais rien. Après, moi, je suis pas monsieur météo. Je m'appelle pas Evelyne Delia. De profession. Tu n'as pas les stats d'enneigement jour par jour depuis 100 ans? Non, dommage. Non, mais après... c'est compliqué, je trouve, la question de savoir si l'IBU a pris des risques. Oui, il y a un petit risque quand même. Ce serait dommage quand même qu'on ait des conditions exécrables pendant les 15 jours qui flottent. Même s'il y a la neige qui flotte, qu'il y ait du vent, ce serait quand même compliqué. Mais bon, après, quand on voit comment c'est passé finalement à Pékin, on peut être optimiste. Oui, ça dépend. De toute façon, ça dépend la météo, ça dépend des années. Cette année, il n'y a pas eu de problème. À Oberhof, il y avait de la neige. Le problème, c'est que c'est quand même un site qui a un poids, c'est un site allemand, donc qui a un poids énorme sur le circuit, donc finalement, ils ont peut-être pas bien le choix non plus.
Ouais, c'est ça. Et puis bon, même si tout n'est pas rose dans l'univers de l'IBU, ils ont quand même montré récemment qu'ils prenaient pas trop de mauvaises décisions, que ce soit en termes d'organisation. On l'a vu pendant la crise Covid aussi, où c'est l'une des rares disciplines qui a pu tenir son calendrier. Enfin voilà. Donc l'IBU est rodé, donc on peut leur faire confiance. Après, voilà la réponse. Ça sera dans presque un an. Oula, mais dis pas ça quand même. T'es fou. On est en mars, c'est en février, donc forcément. Ouais. Bon, ok. Bon, écoutez, je crois que cette saison de Coupe du Monde féminine est définitivement close, du moins en termes de podcast chez Biathlon Live, Donc voilà. Et merci Romain, merci Marine, merci Raph de vos lumières sur cette belle saison qui vient de s'achever. Et puis on va pas non plus être totalement triste, il reste le bilan homme aussi à faire. Bien évidemment, on aura encore beaucoup de choses à dire. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés toute cette saison sur nos féminines, nos bleus particulièrement, on l'a dit, qui ont quand même bien brillé cette saison. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. D'ailleurs, on a joué au petit jeu du retraité, top, flop, surprise. On attend vos commentaires à ce sujet-là aussi sur la saison. Donc n'hésitez pas. Et puis bien évidemment, vous en avez l'habitude, on vous donne rendez-vous très très vite pour un nouveau numéro de Biathlon Live. Ciao tout le monde. Salut. Salut.